300. Comment 300 officiers rwandais ou ougandais pouvaient-ils libérer un grand pays comme le Congo? Ils ont fait du chantage. Une fois arrivés avec Moïse Kabila ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de neutraliser les intérêts, mais ils ont commencé à commettre un autre génocide sur le sol congolais. Et cette fois-ci, c'était le génocide des Hutus. Ils ont tué des femmes, des personnes âgées, des enfants, les ont poursuivis jusqu'à Mbandaka, jusqu'à l'Équateur. Et Moïse Kabila a dit non, 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 non. Vous avez vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Je ne veux pas un autre génocide des Hutus au Congo. Et puis, il y avait aussi problème des intérêts. Ils voulaient des concessions minières. Ils sont allés voir Moïse Kabila. Ils ont dit, nous voulons des concessions. Et ces derniers les a envoyés au ministère des Mines. Allez signer des contrats légalement là-bas. Je ne suis pas les rebelles que vous connaissiez. Je suis aujourd'hui président de la République, responsable de plus de 100 millions d'habitants. Donc, ce qui veut dire, Laurent Désiré Kabila, il avait trahi la confiance des autres parce qu'il était là grâce à eux. Vous savez bien que James Kabarebe allait assassiner Moïse Kabila. On l'a arrêté avec un revolver dans l'antichambre de Moïse Kabila. Hein? Donc, et trop, c'était trop. Et alors, Moïse Kabila a décidé, bon, chers amis, on a eu un arrangement. Ce n'est pas un accord parce que personne ne peut me montrer les papiers sur lesquels cet accord a été signé. Vous êtes en train de vous contredire. Non, pas du tout. Vous dites que Moïse Laurent Désiré Kabila devait venir chasser Mobutu, il devait passer par le Rwanda et l'Ouganda. On lui avait dit passer les armes. On lui avait dit, oui, on doit vous donner quelques soldats pour aller chasser les Interahamwe. C'est ce que vous avez dit. Quelques officiers. Plus tard, vous dites que selon l'accord, celui qui devait être... Je n'ai pas dit accord. Selon les ententes, selon les arrangements, c'est Bouguera qui devait être président. Bouguera était congolais. Mais une tribu dans notre pays, dans notre histoire, allait poser la question aux Belges qui nous ont colonisés ici pendant presque un siècle. Il n'y a jamais eu une tribu dans notre pays qui s'appelle Banyamulenge. Mulenge, c'est un millier, c'est une montagne à Fizi. Et lorsque chaque fois qu'il y a tuerie interethnique au Rwanda, les Tutsis et les Hutus viennent au Congo et ils jouissent de notre hospitalité. Et c'est pourquoi nos ancêtres les ont accueillis à Mulenge, qui est une montagne. Alors je reviens sur la question. Si Roubero a dit qu'il est congolais, il est Munyamulenge. D'abord, historiquement, il n'y a jamais eu une tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Je le dirai tout partout. Deuxièmement, si Roubero est un Congolais, il est Congolais comme moi, mais un Congolais pour moi, un vrai Congolais, c'est celui qui ne trahit pas son pays. Lui, il a trahi. Oh, il a trahi. Allez, Roubero a trahi. Roubero a trahi. Allez à Kasika. Allez, tous ces massacres-là. Il était le chef d'IRCD lorsque ces massacres ont été commis, non? Et donc, je peux logiquement tirer la conclusion selon laquelle Enanga et le gouvernement de Kinshasa ont les mêmes maîtres. Museveni, et vous êtes journaliste, posez-vous la question. Pourquoi Museveni viendrait nous aider à neutraliser une catégorie des terroristes, les ADF, mais il ne nous aiderait pas à neutraliser l'autre catégorie des terroristes, les M23. Après tout, le gouvernement de Kinshasa a raison de qualifier les M23 de groupes terroristes. Alors pourquoi Museveni vient nous aider seulement contre une catégorie de terroristes et non pas contre les M23 qui terrorisent l'Est du Congo au même titre que les ADF? Merci. En même temps, vous dites que il faut changer la constitution pour rendre l'administration plus expéditive. Ça, c'est une contradiction. Le moment que vous attendez pendant 10 ans, par exemple, qu'on trouve la véracité des choses sur les accusations de ceux qui ont détourné ou quoi, les autres continuent à détourner. Les autres continuent à détourner. Voilà.
Et le chef de l'État a dit qu'on lui donne du temps. Hein? En 2018, les Congolais vont voir ce qu'il va faire pour 2028. Mais si les enfants ont faim, ils ne peuvent pas attendre jusqu'à 2018 pour manger. Et deuxièmement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas attendre. Par exemple, la ville est très sale. Il faut attendre jusqu'à 2028 pour nettoyer ne fût-ce que la ville. Merci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci à vous, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Reste dominé par les dires ou le propos du chef de l'État lors d'une émission avec notre confrère Christian Olusa Kweno. Le chef a dit des choses. Alors, dans les salons politiques, tout le monde tire les draps de son côté. Est-ce que le chef a raison? Il a tort. On va décrypter toutes ces questions d'actualité, les dires des chefs, analyser avec mon invité d'aujourd'hui qui est ici avec nous, Dr Antoine Roger Lokongo. Il est professeur des relations internationales à l'université Président Joseph donc au Congo central. Il s'affiche aussi comme disciple de Laurent Désiré Kabila, donc notre héros, contesté par plusieurs comme héros, mais on en parle. Professeur Antoine Roger Lokongo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré parce que vous m'accueillez ici pour la première fois. Sur 10e rue Télévision. Oui, et je salue très chaleureusement tous vos téléspectateurs. Et allons-y donc. Voilà. Je précise aussi que vous étiez conseiller au ministère des Affaires étrangères avec Cheo Kitundu. Oui, de son Excellence Léonard Cheo Kitundu, qui était alors ministre des Affaires étrangères et ministre de la coopération régionale. Oui. Je me rappelle parmi le meilleur ministre des Affaires étrangères. Intégration régionale, je vais dire. Oui. Parmi les meilleurs, Cheo Kitundu, c'est une exception. L'homme peut avoir ses mauvais côtés, mais là, on sentait que M. Cheo Kitundu travaillait. Mais avec vous, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Ce qui est important, c'est que nous allons décrypter un peu les grandes lignes d'actualité, surtout les dires du chef. Mais avant d'en arriver, par ce que le chef a dit, j'aimerais d'abord savoir. Aujourd'hui, il y a une opinion qui s'élève en disant, vous les muséistes, les kabylistes, vous n'avez pas rendu plutôt la tâche facile à la République démocratique du Congo et aux Congolais. Vous nous avez amené le malheur. La question directe, est-ce les clans Laurent Désiré Kabila et son fils, c'est la cause de nos malheurs aujourd'hui? Oui, cette question m'est posée à maintes reprises. Et je vous informe que vous venez d'inviter un professeur d'histoire politique du Congo sur votre plateau. Je suis professeur d'histoire politique du Congo. Et alors, si vous voulez, nous pouvons revisiter l'histoire. Brièvement, je pourrais dire que cette question, je l'ai toujours balayée d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que Mouzé Kabila lui-même, de sa propre bouche, dans une interview accordée à Jeune Afrique Économie en 1999, il a été plus que clair. Il a dit: j'avais besoin du territoire rwandais et ougandais pour faire passer les armes et chasser Mobutu du pouvoir. Mais Museveni et Kagame m'ont donné des conditions. C'est-à-dire, ils voulaient que je sois accompagné par quelques officiers rwandais et ougandais, et leur mission serait de venir avec moi au Congo et neutraliser les intérêts hamoués qui ont commis le génocide au Rwanda. Et selon Mouzé Kabila, dans cette interview-là, ils étaient au nombre de 300 officiers rwandais et ougandais. Et vous-même, M. Fabien, à 300... Delphin, excusez-moi. À 300, comment 300 officiers rwandais et ougandais pouvaient-ils libérer un grand pays comme le Congo? Ils ont fait du chantage.
Une fois arrivé avec Mouzé Kabila ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de neutraliser les intérêts, mais ils ont commencé à commettre un autre génocide sur le sol congolais. Et cette fois-ci, c'était le génocide des Hutus. Ils ont tué des femmes, des personnes âgées, des enfants, les ont poursuivis jusqu'à Mbandaka, jusqu'à l'Équateur. Et Mouzé Kabila a dit non, 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 non. Vous avez vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Je ne veux pas un autre génocide des Hutus au Congo. Et puis il y avait aussi problème des intérêts. Ils voulaient des concessions minières. Ils sont allés voir Mouzé Kabila. Ils ont dit nous voulons des concessions. Et ces derniers les a envoyés au ministère des Mines. Allez signer des contrats légalement là-bas. Je ne suis pas les rebelles que vous connaissiez. Je suis aujourd'hui président de la République, responsable de plus de 100 millions d'habitants. Donc, ce qui veut dire, Laurent Désiré Kabila, il avait trahi la confiance des autres parce qu'il était là grâce à eux. Il ne pouvait rien faire sans le Rwanda et l'Ouganda. Il semble qu'il a été recruté. Et la mission auparavant, c'était la mission donnée au Rwanda et à l'Ouganda. Il fallait chercher un Congolais pour essayer un peu d'accomplir cette mission. Ça, c'est la version de l'IDPS. La version de l'IDPS. Parce qu'ils disent souvent que c'est Mouzé Kabila qui nous a amené des Rwandais ici. Non. La lutte de Mouzé Kabila, la libération du 17 mai, c'était l'œuvre des Congolais eux-mêmes. Je venais de dire qu'avec 300 officiers rwandais et ougandais, ils ne pouvaient pas libérer tout un grand pays comme le Congo. Il semble que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il était en Tanzanie en train de faire ses commerces. Il a été recruté. La personne qui était là avant, c'était Ngandou Kisasa. C'était Ngandou Kisasa. Si vous dites que Mouzé, c'était le patron, Mouzé était derrière Ngandou. Non, Mouzé n'a jamais cessé de lutter. Pendant 40 ans, mais il était derrière, il a abandonné, il est allé faire du commerce en Tanzanie. Faux. Non, c'est faux. Mouzé Kabila n'a jamais abandonné la lutte. Okay. Il voyageait toujours pour la cause de la lutte. Et quand vous parlez de Kisanse Ngandou et les autres, bien sûr, c'est lui qui a réuni toutes les forces lumumbistes pour maintenant chasser Mobutu du pouvoir et continuer, reprendre la légitimité du gouvernement de Lumumba qui a été coupé court par cet assassinat odieux de 1961. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé au Katanga, selon les plans. Il ne devait pas s'autoproclamer comme ça. C'était plutôt James Kabarebe qui devait prendre le devant, selon l'accord de l'Émirat, selon plusieurs sources. C'était Bouguera qui devait prendre le devant. Oui. Vous vous souvenez bien que Mouzé Kabila ne cessait de dire que le complot contre le Congo a été ourdi de longue date. Il disait aussi qu'il veut prendre la tête d'un pays qui n'est pas le leur. Parce que Museveni, Kagame, les Rwandais et l'Ouganda n'étaient que des pions des puissances anglo-saxonnes. Et Mouzé Kabila a bien fait de couper l'herbe sous leurs pieds en s'autoproclamant président de la République à partir de Lumumbashi. Mais il avait violé l'accord qu'il avait amené. Voilà pourquoi il était considéré comme un traître. Il n'y avait pas d'accord. Il a dit lui-même, peut-être vous voulez faire une précipitation, accord de l'Émirat ou quoi. Il n'a jamais eu d'accord de l'Émirat. C'est lui-même qui a dit ça aux Congolais de Libreville, toujours en 1999. J'étais avec Boumanza sur mon plateau, il m'avait brandi cet accord de l'Émirat. Mais moi, je vous dis ce qui est sorti de la bouche de Mouzé Laurent Désiré Kabila lui-même. Vous pensez que j'y crois. Vous pensez que Mouzé Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas mentir du moment que à qui il avait présenté James Kabarebe comme James Kabaré. Il avait menti au notable du Sud Kivu. Donc c'est Mouzé Kabila qui est mort pour les Congo, pour les Congolais, pour l'intérêt national suprême et pour la vérité, comme Patrice Lumumba. Il ne peut pas encore se tourner et tromper les Congolais. Il y avait beaucoup d'incidents. Vous mentionnez James Kabarebe. James Kabarebe avait quel pouvoir ici? Il était chef d'état-major ad intérim.
Et bien sûr, Mouzé Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001. Mais avant cela, vous savez bien que James Kabarebe allait assassiner Mouzé Kabila. On l'a arrêté avec un revolver dans l'antichambre de Mouzé Kabila. Hein? Donc, et trop, c'était trop. Et alors Mouzé Kabila a décidé, bon, chers amis, on a eu un arrangement, ce n'est pas un accord parce que personne ne peut me montrer les papiers sur lesquels cet accord a été signé. Vous êtes en train de vous contredire, professeur. Non, pas du tout. Vous dites que Mouzé Laurent Désiré Kabila devait venir chasser Mobutu, il devait passer par le Rwanda et l'Ouganda. On lui avait dit passer les armes. On lui avait dit, oui, on doit vous donner quelques soldats pour aller chasser les Interahamwe. C'est ce que vous avez dit. Quelques officiers. Plus tard, vous dites que selon l'accord, celui qui devait être... Je n'ai pas dit accord. Selon les ententes, selon les arrangements, c'est Bouguera qui devait être président. Bouguera était congolais? Bouguera, vous voyez encore ces prétextes de Kagame qui continuent jusqu'aujourd'hui. Question. Vous dites Bouguera devait être président. Je vais vous C'était répondre. selon les arrangements. Je vais vous répondre. Les prétextes que Museveni Kagame brandissent aujourd'hui, c'est toujours les mêmes depuis l'époque de Mouzé. Oh, les FDLR sont au Congo, les Interahamwe sont au Congo. Et alors, en confiant l'état-major à James Kabarebe, qu'est-ce que Mouzé a fait? C'était la sagesse. C'était vraiment la sagesse. Et c'est pourquoi moi je suis toujours un disciple de Mouzé Kabila. Vous êtes un mauvais disciple alors. Vous êtes un mauvais disciple, vous suivez un mauvais maître. Non, je vous explique. Quelle sagesse? De quoi s'agit-il? Je vais vous redonner la parole. La sagesse, c'est de ôter les prétextes. Attendez, je veux... ôter les prétextes à Museveni et à Kagame. Alors, vous dites que vous voulez neutraliser les Interahamwe, mais allez-y. Mais ils ont fait le contraire. Attendez, professeur. Ils ont fait plutôt fait le contraire. Professeur, oui. Est-ce Laurent Désiré Kabila, son fils, c'est eux là-bas de nos malheurs? Je reprends cette question d'une autre manière. Vous dites que Mouzé n'avait pas abandonné la lutte. Mouzé avait des milliers de Congolais qui devaient venir chasser au Mobutu. Mais on lui a donné 300 soldats. 300 soldats pour lui accompagner, pour chasser. Il a accepté. Il avait accepté 300 soldats. Et les 300 soldats qu'on lui a donnés, il avait aussi accepté qu'un étranger puisse conduire cette mission. Ça, ce n'est pas trahir les Congos, parce que s'il avait les milliers de Congolais, il fallait qu'il y ait un Congolais qui soit chef d'armée. Pourquoi accepter un Rwandais? Pourquoi on a confié, il a confié le commandement à James Kabarebe? Justement pour ôter les prétextes à Museveni et à Kagame. Oui, neutraliser donc les Interahamwe. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, je vous parle de Bouguera, je vous parle de Bizi Makahara, je vous parle de Ruberwa, je vous parle de tout ce monde-là qui sont venus avec Mouzé. Mais nous les croyants congolais, non? Nous les croyants congolais, le jour même où Mouzé a chassé les Rwandais et les Ougandais ici, Bizi Makahara est allé voir Mouzé. Il dit, je me sens en insécurité, je vais partir. Je vais partir avec les Rwandais. Et Mouzé lui a dit, mais vous êtes congolais, non? Vous restez. Moi, j'ai demandé aux Rwandais et aux Ougandais de partir. Mais il est parti avec eux, il est revenu comme chef rebelle. Nous avons alors compris que nous étions infiltrés. Alors, donc, nous étions infiltrés. Vous avez cité ici Ruberwa. Ruberwa est un Congolais ou c'est un Rwandais? Pardon? Vous avez cité Ruberwa ici. C'est un Congolais ou c'est un Rwandais? Je vous donne une réponse claire et nette. Je vous suis. Lorsque vous vous dites congolais et que le chef de l'État, votre président de la République, décide de chasser les Rwandais et les Ougandais, et vous lui dites que moi je pars avec eux. Et il vous dit que non, vous êtes Congolais, vous restez. Mais vous incitez... Vous parlez de Bouguera. Quelle conclusion puisse tirer? Là, vous parlez de Bouguera. S'il vous plaît, professeur. Vous Voilà. parlez de Bouguera. Et si je parle de Ruberwa, vous l'avez cité dans les lots des gens qui devaient partir. La question, Ruberwa est Congolais ou Rwandais? Moi, cette question m'a aussi été posée. Ruberwa se dit Congolais. Tous les Banyamulenge se disent Congolais. Mais je suis professeur d'histoire politique de la République démocratique du Congo.
je donne ma tête à couper. Ok. Il n'y a jamais eu une tribu dans notre pays, dans notre histoire, aller poser la question aux Belges qui nous ont colonisés ici pendant presque un siècle. Il n'y a jamais eu une tribu dans notre pays qui s'appelle Banyamulenge. Mulenge, c'est un millier, c'est une montagne à Fizi. Et lorsque chaque fois qu'il y a tuerie interethnique au Rwanda, les Tutsis et les Hutus viennent au Congo et ils jouissent de notre hospitalité. Okay. Et c'est pourquoi nos ancêtres les ont accueillis à Mulenge, qui est une montagne. Alors je reviens sur la question. Si Roubero a dit qu'il est congolais, il est Munyamulenge. D'abord, historiquement, il n'y a jamais eu une tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Je le dirai tout partout. Deuxièmement, si Roubero est un Congolais, il est Congolais comme moi, mais un Congolais pour moi, un vrai Congolais, c'est celui qui ne trahit pas son pays. Lui, il a trahi. Oh, il a trahi. Allez, Roubero a trahi. Roubero a trahi. Allez à Kasika. Allez, tous ces massacres-là. Il était le chef d'IRCD lorsque ces massacres ont été commis, non? Mais il était au gouvernement, successivement dans tous les gouvernements de Joseph Kabila. Et cela ne veut pas dire que tous ceux qui étaient au gouvernement, on les a lavés de leurs crimes. Non, l'histoire le dira. Alors, un jour, la justice va trancher, mon cher ami. Un jour, la justice va trancher. Voilà. Vous êtes muséiste. Vous croyez que Musée a des valeurs. Mais Musée a aussi un fils, des fils. Joseph Kabila, vous confirmez ici, comme quelqu'un qui aimait Musée, que celui-ci, c'est un Congolais. Bien sûr. Okay. Joseph Kabila est un Congolais. Et je vous ai dit tout Congolais est fils biologique de Laurent Désiré. Bien sûr, parce que moi, je suis enseignant, je suis chercheur. Okay. Je suis enseignant, je suis chercheur. Toutes ces questions, les gens se sont posées. Mais moi, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que docteur en politique étrangère et stratégie, moi, j'ai mené mes propres recherches, mais je reviens toujours sur les déclarations qui sont sorties de la bouche de Musée lui-même. J'étais à Bruxelles, je vous ai dit tout au début que j'étais journaliste à Londres pendant 9 ans. Okay. Et j'allais tout le temps en Belgique. Et Musée Kabila a déclaré devant les médias belges, devant les journalistes belges. Colette Breckman, elle est là, elle est encore vivante, vous pouvez lui poser cette question. Il a déclaré que Joseph Kabila aime bel et bien son fils biologique. Alors, et j'y crois. Merci. Et il a dit, parce qu'on accusait Joseph Kabila, le débat à cette époque-là, c'était que Joseph Kabila a commis des massacres à Tingi-Tingi. Mon fils n'a commis aucun massacre. Ok, ça c'est les paroles de Musée. Oui. Il avait dit, mon fils n'a commis aucun massacre. Oui. Son fils adoptif ou son fils biologique? C'est votre interprétation, mais moi, connaissant bien Laurent Désiré Kabila ne peut pas tromper les Congolais. Il venait de chasser les Tutsis, non? Attendez. Question directe. Kabila, il venait de chasser les Tutsis. Comment est-ce qu'il peut encore garder un Tutsi et prétendre que c'est son fils? Alors, professeur Antoine, merci, professeur Antoine, parce que l'actualité reste dominée par l'interview ou l'émission du chef qui dit Joseph Kabila, aujourd'hui, il veut chasser le pouvoir par une rébellion, si je peux interpréter ça comme ça. Kabila est le patron de l'AFC avec Nanga, il est avec le homme 23. Vous, le muséiste, le chef de l'État a raison, il a tort? Merci beaucoup pour la question. Le chef de l'État a parlé. Libre à nous de tirer les conclusions logiques qui s'imposent. Après tout, en tant qu'enseignant, je me base toujours sur les faits. Je me base toujours sur les faits. Lorsque le chef de l'État accuse Joseph Kabila d'être des mèches avec la rébellion de Nanga, mais nous nous posons beaucoup de questions qu'une telle déclaration sorte de la bouche du chef de l'État au moment où Nanga se trouvait à Kampala. Nanga a lancé sa rébellion grâce au soutien militaire de Museveni et de Kagame. Ça, c'est clair. C'est au même moment que Kinshasa, les délégués de Kinshasa, les experts,
se trouvait auprès de Museveni pour solliciter une mutualisation des forces pour lutter contre les ADF. Et donc, je peux logiquement tirer la conclusion selon laquelle Enanga et le gouvernement de Kinshasa ont les mêmes maîtres, Museveni. Et vous êtes journaliste, posez-vous la question. Pourquoi Museveni viendrait nous aider à neutraliser une catégorie des terroristes, les ADF, mais il ne nous aiderait pas à neutraliser l'autre catégorie des terroristes, les M23. Après tout, le gouvernement de Kinshasa a raison de qualifier les M23 de groupes terroristes. Alors pourquoi Museveni vient nous aider seulement contre une catégorie de terroristes et non pas contre